Hello les amigos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'introduction du GraphSet, un outil bien pratique pour les automaticiens. Et j'ai justement un cas pratique à vous montrer, tiens. J'ai ici un client, Catalent, fabricant de solutions pharmaceutiques, vaccins, etc., qui me propose le synoptique ici de sa cuve. Ok, c'est une cuve de refroidissement dans laquelle il veut fabriquer des vaccins. Et il m'a donné ça, il m'a donné un peu le fonctionnement qu'il espère en avoir via mail. Et si je veux avoir la certitude qu'on va dans la même direction, je vais être obligé de passer par un GraphSet pour pouvoir m'assurer qu'on va ensemble dans la même direction. Mais du coup, pour ça, je vous propose de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et en quoi ça peut être utile pour justement ce type de départ de projet d'automatisation. C'est parti, accrochez-vous. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à un outil qui va révolutionner votre vie d'automaticien, automaticienne en herbe, le GraphSet. Mais qu'est-ce que c'est ça, dis donc? Le GraphSet est un outil créé en 1975 par les universités et industries françaises. Ce mot signifie graphe de commande, étape, transition. Il s'agit en fait d'un organigramme spécialement pensé et optimisé pour décrire les séquences d'automatisme industriel. En tant qu'organigramme, il présentera l'énorme avantage de ne présenter que les évolutions utiles qui font évoluer l'état de nos automatismes dans le temps, plutôt que de devoir analyser l'entièreté de combinaisons possibles à l'aide d'une table de vérité par exemple. Par ailleurs, cet outil est normalisé par la CEI 848, ce qui constitue un deuxième avantage de taille, puisque l'outil est normalisé, tout le monde est censé l'utiliser et le lire de la même manière. Il n'y a pas de place aux erreurs d'interprétation comme lorsque l'on doit lire un cahier de charges rédigé en langage écrit par un client par exemple. On peut donc en conclure que ce petit bidule constituera en fait l'outil parfait, inespéré pour représenter voire même préparer le fonctionnement logique de nos automatismes. Mais trêve de blabla, allez, je vous montre. Voyons voir un exemple d'un petit peu plus près. Le principe du GraphSet est très simple. Il est constitué d'étapes, numérotées arbitrairement par son concepteur, et représentées sous forme de carrés. Ces carrés représentent des situations données de l'automatisme entre lesquelles il est possible de voyager par l'intermédiaire de transitions, représentées sous forme de petites barres horizontales auxquelles sont associées des réceptivités. Ici, par exemple, la transition entre l'étape 0 et l'étape 1 est validée lorsque la réception bouton passe à l'état vrai, ce qui suppose visiblement qu'un brave camarade est passé par là pour appuyer sur un certain bouton. Si on ne faisait que se balader à travers ces situations représentées par des étapes, notre automatisme serait bien triste. C'est pourquoi il est possible d'associer à chaque étape une ou plusieurs actions, représentées par des rectangles accolés aux étapes concernées et dans lesquelles une description, espérons-le éloquente, nous explique la nature de l'action. Ici par exemple, lorsque l'automatisme en est à son étape 2, le GraphSet nous annonce qu'un moteur tournera dans un sens 2, alors qu'il y avait un sens de marche 1, probablement inverse, associé à l'étape 1. Enfin, notons que ce GraphSet est bouclé sur lui-même par une liaison orientée, c'est-à-dire une flèche clairement indiquée. Cela signifie que l'automatisme reproduira la même succession d'étapes encore et encore, again and again. Notons que le sens de parcours du GraphSet est considéré par défaut comme descendant. Vous ne pourrez et devrez donc représenter une flèche que lorsqu'il faut signaler au lecteur du GraphSet qu'une branche de ce GraphSet remonte, comme ici pour boucler l'automatisme par exemple. Notons qu'il y a toujours, obligatoirement, alternance entre étape et transition. La CEI 848 interdit formellement de représenter deux étapes ou deux transitions l'une à la suite de l'autre sous peine de violentes sévices corporels. Vous voilà prévenu. Si l'on s'intéresse de plus près aux composants d'un GraphSet, on se rend vite compte qu'il y existe des nuances spécifiques. Les étapes, par exemple, peuvent prendre plusieurs formes exposées dans le syllabus. À ce stade, je vous propose de ne retenir que l'étape simple, ne présentant aucune particularité, et l'étape initiale, représentée par un double carré et présentant l'unique particularité d'être active dès le début du GraphSet. Les autres types d'étapes seront décrits en temps voulu. Par ailleurs, le cas standard des transitions et de leur réceptivité peut également présenter des formes particulières. Lorsqu'une réceptivité doit, pour une raison quelconque, être toujours vraie, par exemple, nous la noterons égale à 1. Lorsqu'une réceptivité a pour seul objectif d'attendre un certain délai avant de passer à une étape suivante, il y a également une façon normée de le noter, que dis-je, deux façons normées de le noter. On
pourra écrire la réceptivité petit t slash l'état booléen de l'étape considérée, souvent représentée par la lettre X majuscule à laquelle nous accolerons le numéro de l'étape, slash le temps de délai. On peut également le noter de manière plus compacte comme le temps slash l'état booléen de l'étape concernée par le délai. Il est également possible d'exprimer l'équation logique qui correspond à l'activation d'une étape. Reprenons notre petit graph-set exemple. Puisqu'une étape ne peut être validée que si la transition précédente a été validée et que la suivante n'a pas encore été validée, nous pourrons écrire pour cet exemple que l'état logique x1, relatif à l'étape 1 donc, est égal à l'état logique x1 lui-même, forme d'auto-maintien tant que l'étape suivante n'a pas encore été activée, ou l'état logique x0 combiné à la réceptivité bouton qui a permis d'activer l'état logique x1, le tout combiné en et logique avec l'état logique x2 nié, puisque dès que l'étape 2 sera atteinte, l'étape 1 sera désactivée. Bien que je me doute que cette déclaration vous remplisse instantanément de joie, cette mise en équation logique constitue un certain terrain neutre idéal depuis lequel il est possible de traduire votre graph-set en toute une flopée d'exécutions possibles, comme un montage électrique, un montage pneumatique ou électropneumatique, voire même un programme dans différents langages de votre choix. Il y a donc fort à parier que nous reparlerons de cette mise en équation des étapes du graph-set, mais laissons ce plaisir à plus tard. C'est bien beau tout ça, mais vous me direz que tout le monde ne décrira pas les actions et réceptivités de son graph-set de la même manière suivant qu'il soit un client non technicien, un installateur spécialiste en électrotechnique ou même un programmeur renommé d'automatisme, et vous aurez entièrement raison de le préciser. La norme a prévu ce choc des cultures et prévu 3 niveaux de graph-set, chacun ciblant un vocabulaire précis. Pour illustrer ces 3 niveaux, je vous propose le petit exemple de la poinçonneuse repris dans le syllabus. Un automatisme, somme toute assez basique, consistant à faire sortir la pointeuse si elle était rentrée lors de l'appui sur un bouton M et la faire re-rentrer lorsqu'elle a fini sa course de sortie. Nous ne considérerons dans cette vidéo que l'exécution de cet automatisme par un vérin double effet piloté par son distributeur électropneumatique de type 5.2. La description textuelle fournie constitue ce qu'on appelle communément une forme de cahier de charge, c'est-à-dire l'ensemble des exigences, peu exigeantes ici, de notre client. Afin de s'assurer qu'il ne subsiste aucun doute sur l'interprétation de ce cahier de charge, nous allons main dans la main avec le client construire un graph-set de niveau 1. Le niveau 1 propose une description dite fonctionnelle de l'automatisme, c'est-à-dire affranchie de toute considération pratique de matériel utilisé ou de stratégie de programmation auquel l'automaticien pourrait déjà penser. Pour faire simple, il s'agit simplement d'une mise en organigramme normalisé du cahier de charge fourni, qui peut même être réalisé sans que vous n'ayez jamais vu l'installation ou sans que vous n'ayez d'idée précise sur la façon dont vous allez techniquement réaliser cet automatisme. Ensuite, l'automaticien passera au niveau 2, fournissant une description matérielle de l'automatisme. Ici, il n'est plus question de faire l'autruche sur le matériel qui sera utilisé. Il faut faire la différence entre les contacts normalement ouverts ou fermés, les vérins simples ou double effet, bref, tout ce qui concerne l'exécution pratique de l'automatisme que vous allez mettre en place. Ce niveau de graph-set doit donc presque toujours aller de pair avec un schéma technique de l'automatisme. Enfin, l'automaticien peut encore choisir d'aller plus loin et de prévoir un 3e niveau dans lequel il fournit une description logicielle de son automatisme. Il va dès lors décrire les réceptions et actions de son graph-set avec le nom des variables qu'il compte exploiter dans son programme qu'il rédigera. Arrivé à ce stade, l'automaticien dispose d'une préparation idéale pour le programme qu'il devra rédiger. Notons que tout ceci ne peut être développé efficacement et sereinement que si l'ensemble des entrées et des sorties de l'automatisme ont été clairement identifiés dans un tableau avec une traduction entre les différents niveaux de graph-set développés. La CEI 848 prévoit également différents types d'actions standards à associer aux étapes du graph-set. Regardons ça en détail. L'action classique, sans aucune annotation particulière, est qualifiée d'action non mémorisée et sera appliquée tant que l'étape à laquelle elle est associée est active. C'est le cas le plus banal et standard. L'action conditionnelle non mémorisée sera annotée d'un petit c et sera appliquée à condition que l'étape à laquelle elle est associée soit active et qu'une condition supplémentaire c soit également valide.
L'action retardée non mémorisée sera appliquée seulement un certain délai d après que l'étape ait été activée. L'action limitée dans le temps non mémorisé sera appliquée durant un certain laps de temps L seulement lors de l'activation de l'étape à laquelle elle est associée. L'action impulsionnelle non mémorisée sera appliquée un très bref instant sous forme d'impulsion, qui l'eût cru, lors de l'activation de l'étape à laquelle elle est associée. Un début d'action mémorisée est marqué d'un S pour set et maintient l'application d'une certaine action même si l'étape à laquelle elle était associée se désactive. Il faudra attendre la fin de l'action mémorisée, marquée d'un R pour reset, pour que l'application de cette action prenne fin dès l'activation de la nouvelle étape à laquelle est associé ce reset. Il est d'ores et déjà possible d'imaginer plusieurs séquences de base avec ce que nous savons déjà des graph sets à ce stade. Les automatismes les plus simples pourront être décrits par une séquence unique, ne décrivant qu'un seul enchaînement d'étapes transition, comme présenté jusqu'ici. Dans la pratique, les automatismes industriels devront cependant être décrits par plusieurs branches au sein de notre graph set. On dira qu'ils possèdent plusieurs séquences, et il existe plusieurs façons de mettre en place toutes ces séquences multiples au sein d'un seul et même graph set. Tout d'abord, la sélection de séquences agit un petit peu comme un aiguilleur nous permettant de choisir l'une ou l'autre branche du graph set suivant les conditions perçues sur l'automatisme. On parle dès lors de divergence en OU, référence au OU logique booléen, une branche ou l'autre. Cette divergence se reconnaît aisément par le départ d'un point commun du graph set en plusieurs branches selon qu'une condition A, B ou C ait été détectée par exemple. Notons qu'il vaut souvent mieux faire preuve de prudence quant à la détermination de ces conditions A, B ou C dans l'exemple, afin de s'assurer qu'elles se rejettent bien les unes les autres et qu'on n'entre pas par accident dans une branche indésirée. Enfin, ces branches se rejoindront en un nouveau point commun du graph set par la validation des conditions propres à chacune d'entre elles. On parle de convergence en OU. Dans la pratique, il existe deux cas particuliers, exploités et surexploités de sélection de séquences. Le premier d'entre eux est le saut d'étape. Il s'agit simplement de vérifier si une condition est remplie, et si celle-ci l'est, d'enchaîner sur une série d'étapes, ou, si elle ne l'est pas, de sauter cette série d'étapes parce qu'elle n'est simplement pas nécessaire. Dans les deux cas, le graph set se parcourt de haut en bas, comme à l'accoutumée. On peut par exemple penser à la vérification de présence d'une bouteille B sur une chaîne de production, combinée à la vérification de présence d'air A dans la bouteille. S'il n'y a pas d'air dans la bouteille, nous passerons à une étape 3 à laquelle nous pourrions par exemple associer une action de mise sous pression d'air pour remplir la bouteille, et si de l'air était déjà présent dans la bouteille, nous sauterions gaiement cette étape. Un cas esthétiquement similaire est à distinguer car il est fondamentalement différent, c'est la reprise de séquence. Il s'agit ici de vérifier si une condition est vérifiée ou non. Si elle l'est, nous passerons à la suite du graph set. Si elle ne l'est pas, nous reprendrons la série nécessaire d'étapes précédentes. La reprise de séquence se reconnaît par sa liaison orientée que nous sommes obligés de représenter puisque nous remontons vers des étapes précédentes, allant ainsi à l'encontre du sens standard de lecture du graph set. On rencontre souvent ce type de construction pour les compteurs par exemple. Une étape doit être exécutée encore et encore tant qu'un compte donné n'a pas été atteint. Puisqu'il existe des sélections de séquences, il existe également des séquences simultanées qui auront lieu en même temps. Nous parlerons de divergence en et, relatif au et logique booléen, qui se reconnaîtra par rapport à la sélection de séquences par sa double barre et son unique transition en amont. Une transition amenant à plusieurs branches qui auront toutes lieu en même temps. Ces branches qui auront lieu en parallèle se rassembleront ensuite en une convergence en et, suite à laquelle une unique transition sera à nouveau disponible. Enfin, je vous propose de clôturer cette vidéo de présentation de l'outil GraphSet par les 5 règles fondamentales qui en régissent le comportement. Premièrement, à l'état initial, seules les étapes initiales seront actives. En même temps, c'est à ça qu'elles servent. Deuxièmement, pour qu'une transition soit franchie, il suffit que toutes les étapes la précédant soient actives et que la réceptivité, c'est-à-dire la condition logique qui y est liée, soit validée. Troisièmement, en corollaire à ce qui vient d'être dit, dès qu'une transition peut être franchie, elle l'est, tout simplement, sans aucune autre forme de procès. Quatrièmement,
S'il y a plusieurs transitions franchissables en un instant donné, eh bien elles seront franchies instantanément aussi, cessons de nous prendre la tête avec ces broutilles. Enfin, un cas un petit peu tordu, si la construction d'un graph set amène à penser qu'une étape doit être simultanément activée et désactivée, la CEI 848 impose qu'elle restera active afin d'éviter toute commande de changement abrupt transitoire indésirable. Mais trêve de parlotte et de papotage, brave camaraderie, à vos exercices du syllabus.